Gérard Garousse, l'homme qui peint avec le cœur. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Gérard Garousse, dont la peinture est riche, puissante et tourmentée aussi. Gérard Garousse, il faut quand même le dire, c'est l'un des rares peintres français à être connu, mais aussi exposé dans le monde entier. Il n'y en a pas tant que ça. Et vous êtes de retour avec 3 expositions, rien que ça, 3 expositions à Paris, des 2 côtés de la Seine. L'une dans la galerie des Beaux-Arts, une autre à la galerie Templon, et enfin la dernière dans l'un des plus beaux musées de Paris, selon moi, le musée de la chasse et de la nature. D'ailleurs, étonnant d'être exposé et de confier ses œuvres au musée de la chasse quand on déteste la chasse et les chasseurs et qu'on le revendique haut. C'est un paradoxe ? Écoutez, c'est plutôt le fait de tuer des animaux que je n'aime pas, mais la chasse en elle-même, quand ce sont des belles chasses, il y a même un paradoxe. Ce sont les chasseurs qui entretiennent le gibier d'une certaine manière. Non, ce que j'aime pas, c'est ce qui se passe dans les abattoirs, le rapport à la mort des animaux. Je suis végétarien, j'aime beaucoup les animaux, et d'ailleurs, j'ai profité de cette exposition au musée de la chasse pour régler des comptes avec les chasseurs, parce que le pauvre Actéon n'est pas gâté dans cette exposition. On va voir dans un instant vos peintures, mais on le sent, vous êtes un peintre prolifique. Est-ce que vous peignez tous les jours, du matin jusqu'au soir ? Tous les jours, oui, enfin, sauf une journée par semaine où je m'oblige à être un peu à Paris, de regrouper tous mes rendez-vous. Mon atelier est en Normandie, et j'essaie de travailler tous les jours, le matin, comme les poules, en hiver plus tard, mais en été très tôt. Et je suis surtout un peintre du matin, et puis l'après-midi, comme ça. Parce que votre créativité, elle est là le matin, elle jaillit le matin ? Oui, enfin, mais ma créativité, elle est surtout dans mes carnets, où j'ai toujours sur moi un carnet, et dans les embouteillages, entre 2 rendez-vous, c'est là où viennent les idées. Et dans l'atelier, c'est la réalisation, et là, tout d'un coup, les choses doivent se faire, s'accomplir. Et on va regarder quelques images. Alors ça, c'est la partie qui concerne le musée de la chasse, mais ce qui est intéressant avec ces 3 expositions en même temps, c'est qu'on peut découvrir la diversité de vos œuvres. On voit par exemple des œuvres absolument monumentales à la galerie des Beaux-Arts, et puis le reste, ce sont plutôt vos peintures et vos derniers dessins. Elles ont un point commun, ces 3 expositions, un nom. Zeugma. Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Zeugma en grec, ça veut dire le pont. Et sur un thème plus philosophique, c'est un entre-deux idées, entre 2 mots, quelque chose. Il y a du lien, mais on ne sait pas exactement quoi. Et là, par exemple, dans les 3 lieux, le musée de la chasse est autour de la mythologie grecque. La galerie des Beaux-Arts, c'est plutôt une mythologie chrétienne avec Dante, la Divine Comédie. Et puis la galerie Templon, là, c'est une mythologie biblique, comme ça, mais le Talmud. Donc c'est très particulier parce que c'est le commentaire de certaines lectures du Talmud. Le Talmud, l'un des textes fondamentaux du judaïsme. Oui. Vous vous inspirez beaucoup des grands textes et des textes religieux pour peindre. Oui. Pourquoi ? C'est par piété ? C'est par obsession des origines ? Non, c'est pas par piété. Qu'est-ce qu'on y trouve de plus ? C'est parce que vous le vouliez ou non, vous êtes issu de notre culture. On est en Europe et on est issu de la Grèce et de la culture latine, mais aussi, d'une manière un peu inconsciente, le judaïsme est très très présent aussi, et ce judaïsme révèle des choses tout à fait étonnantes, justement dans le Talmud. C'est pas très connu, mais à mon avis, ça va l'être de plus en plus grâce à des philosophes qui sont maintenant très connus comme Lévinas.
La mythologie, elle a une place très importante dans vos peintures. On les voit défiler petit à petit. Est-ce que c'est pour ça que vos sujets ne sont jamais complètement humains? Ils ont toujours une sorte de bras d'animal, ou il y a toujours un truc bizarre dans vos personnages. Vous savez, si on fait tout d'un coup une peinture figurative, c'est pas spécialement pour représenter la réalité. Ouais. Un film ou une photographie le fait mieux. Non, mais de déformer comme ça une figure, c'est porteur d'un caractère, d'une idée. Ça exprime un tourment ou pas? Ça peut exprimer un tourment, mais ça peut exprimer beaucoup d'humour, beaucoup de questions. Vous savez, moi, mon but, en fait, c'est de faire une peinture figurative, donc c'est comme si ça se racontait quelque part, Ouais. mais le sujet nous échappe. Et donc, c'est une peinture questionnante, avant tout. Justement, vous allez nous raconter pourquoi 3 tableaux vous ont marqué. Alors, on les a évidemment choisis avec vous. Ils ne sont pas de vous. Alors, on va voir le premier dont vous nous avez parlé, c'est l'enlèvement du corps de Saint-Marc du Tintoret. Alors, c'est une œuvre qui, visiblement, vous a soit émerveillé ou en tout cas a eu un impact. D'abord, quand j'étais aux Beaux-Arts, c'est cette peinture-là, ce style de peinture, surtout le Tintoret, qui m'a appris à peindre. Parce que quand j'étais aux Beaux-Arts, personne n'était foutu de m'apprendre à peindre. J'étais aux Beaux-Arts pour... C'est pourtant le but, non? Non, mais, comble. oui, mais c'était une sorte de peinture abstraite qui ne s'apprend pas. C'est pas en jetant des grains de riz sur une toile qu'on apprend à peindre. Donc, non, j'ai appris à peindre en regardant des tableaux, et particulièrement ce style de peinture. Et là, ce que j'aimais particulièrement chez le Tintoret, surtout dans ce tableau-là, c'est qu'en fait, c'est de la figuration, et on n'y comprend rien. C'est-à-dire, plus cette peinture se donne, moins on y comprend quelque chose. Et il faut un mode d'emploi pour lire cette peinture. Ça, j'aime beaucoup. Et ça vous plaît. Autre tableau, La mort du torero de Manet. Alors là, pour le coup, on y comprend quelque chose. Là, on y comprend quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup chez Manet, c'est qu'il est très inspiré par la peinture espagnole. Moi, personnellement, je préfère la peinture espagnole que la peinture italienne, Ouais. 17e, 18e. Et Manet avait bien compris ce rapport au noir, justement, qu'on va retrouver dans d'autres tableaux, comme le Fifre, qui est très très beau aussi. C'est-à-dire ces noirs qui sont presque des noirs. D'ailleurs, ce sont des noirs comme les Japonais. Et d'ailleurs, c'est une époque où on était très influencé par le Japon. Et donc, il faut imaginer une troisième dimension, alors qu'on est devant quelque chose de très à plat. Vous voyez, le noir, là, nous renvoie. Donc, il y a une subtilité de l'utilisation de la peinture que j'aime beaucoup. Et c'est marrant parce que vous en parlez sans les regarder, donc c'est comme si vous les connaissiez par cœur, ces peintures, en Je les fait. ai beaucoup regardées. La troisième, Venise, vue par, je vais essayer de bien le prononcer, Giorgio de Chirico. Giorgio de Chirico, absolument. Alors, il y a toute une série, en effet, de toiles de Giorgio de Chirico sur Venise. Vous savez, Giorgio de Chirico était très connu pour sa peinture métaphysique, donc une école bien particulière. Et on est à une époque où l'avant-garde est très iconoclaste. Il ne faut pas oublier que Marcel Duchamp, il y a Picasso, Matisse, et puis aussi Marcel Duchamp qui va jusqu'à faire des ready-made. Vous savez, c'est-à-dire prendre un porte-bouteille, le mettre sur une table et dire voilà, ça c'est une œuvre d'art. L'artiste, c'est pas celui qui le fait, c'est celui qui le regarde. Ouais. Et dans ce contexte d'avant-garde, il y a un personnage qui se moque complètement de ce jeu intellectuel des avant-gardes. Qui est le plus moderne que l'autre? Comment peut-on être plus moderne que Marcel Duchamp? Eh bien, Giorgio de Chirico, avec beaucoup d'humour, revient tout d'un coup, après la peinture métaphysique qu'il avait fait connaître, il se met à faire des vues de Venise. paysages. Et là, à cette époque-là, on a dit de lui, mais ça y est, ce coup-là, il est complètement gâteux, et il faut l'oublier. Bon, et moi, c'est la période que je préfère. Et vous classez où? Dans les gâteux, non, pas vraiment. Non, pas dans les gâteux. Mais en tous les Votre cas, style. je ne crois plus à ces querelles entre l'avant-garde et l'arrière-garde, classique, moderne. On est au-delà de ça, et donc tout est possible encore en peinture. Petit, je ne savais faire qu'une chose,
peindre, c'est ce que vous avez dit. Ben oui, j'étais très très mauvais à l'école. J'étais vraiment... et la seule manière d'exister par rapport à mes petits camarades, c'était de faire des dessins et d'avoir une identité. Et d'ailleurs, j'ai pas l'impression... je voulais être entomologiste, j'aimais beaucoup les insectes, mais il faut passer son bac, j'ai tout raté, j'ai pas eu un seul examen. Et donc, j'ai pas eu la sensation de choisir un métier, c'est la peinture qui m'a choisi. Oui, vous dites, je suis pas un Mozart, c'est juste que c'était un peu par dépit. Ma tête me prenait tellement la tête, justement, que finalement, il me restait mes mains. Alors, c'était aussi une échappatoire, la peinture, parce que c'était très compliqué chez vous, notamment avec votre père. Les relations étaient très complexes. Votre père, qui est un ancien collabo de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas un secret, vous l'avez dit dans un livre. Du coup, finalement, cette transmission de la peinture pour rendre le quotidien un peu plus agréable, un peu plus supportable, vous l'avez reproduit aujourd'hui, je crois, à travers une association en aidant des jeunes dont la vie n'est pas facile. Ça s'appelle Source. C'est ça, justement, le Zogma, le pont, l'aide aux autres? Par exemple, oui. Là, dans ce sens-là, c'est vraiment l'idée de transmission. C'est-à-dire que moi, je considère que mes mains m'ont sauvé la vie. C'est comme quelqu'un qui se noie et qui a besoin de ses mains. Et l'art m'a sauvé la vie. Et Pourquoi est-ce que ça vous a sauvé la vie? Mais parce que j'étais très très mal dans ma peau, j'ai aucune reconnaissance des adultes, et tout d'un coup j'ai trouvé mon identité par le dessin. Tout d'un coup, donc c'était évident que d'abord en Bourgogne j'avais connu des enfants comme ça d'un milieu très difficile. À l'époque on disait l'assistance publique, et donc j'ai plus tard, quand je me suis installé en Normandie et que j'ai vu qu'il y avait des enfants dans les mêmes conditions, je me suis dit que l'art pouvait les aider, et on a créé une fondation qui fait que c'est simplement un contact entre les artistes et les enfants et les éducateurs. Et vous le racontez aussi dans votre livre, vous avez eu des crises de folie pendant des années, vous avez été diagnostiqué bipolaire à 40 ans. La peinture, vous dites que ça ne vous a pas forcément aidé, mais ça vous a protégé. C'est-à-dire que, par exemple, c'est difficile d'être banquier en étant bipolaire. Parce que franchement, il y a peu de gens qui vous considèrent... Même aujourd'hui, vous pensez? Ah ben ça, bipolaire, il y a certains métiers que vous ne pouvez plus faire. Maire d'un village, homme politique, artiste. Au contraire, avec le mythe Van Gogh, d'être bipolaire, à la limite, ça rajoute... C'est encore mieux, ça donne un peu de fraîcheur. Ouais. Donc, je crois cependant que c'est dommage que des artistes comme Van Gogh n'aient pas connu les médicaments d'aujourd'hui, parce que son œuvre a été encore mieux. Et moi, personnellement, je ne serais pas là aujourd'hui. Comment vous voyez la peinture, juste un mot pour terminer, la peinture de ces 20 prochaines années? On parle beaucoup de la peinture numérique. Selon vous, c'est l'avenir ou pas? Vous savez, il faut penser à l'époque de Ingres et de la photographie. Quand Ingres faisait des portraits, tout d'un coup arrive la photographie. Et Ingres se dit, mais s'il y a la photo avec des portraits photographiques, la peinture va disparaître. Or, la photographie n'a fait que valoriser encore plus la peinture, parce qu'il y a eu d'autres portraits. Tout ce qui se passe avec le numérique est bienvenu. Il y aura des artistes formidables qui travailleront avec le numérique. Tout médium moderne est souhaitable, mais la peinture est intemporelle. Elle existe depuis la grotte Chauvet. Elle a beaucoup d'avenir. Merci beaucoup Gérard Garouste, et je rappelle donc que vous êtes exposé à travers 3 expositions, Galerie des Beaux-Arts, Galerie Templon et Musée de la Chasse et de la Nature. Merci beaucoup.